Science, conscience et santé. Voilà le titre de l'enregistrement pour le 28 mars de l'année 2022. Je l'ai choisi parce que, au fil du temps, je m'intéresse aux liens qui peuvent être faits entre la science actuelle, la science cartésienne, celle véhiculée dans les milieux universitaires, ensuite la conscience et aussi la santé. Et comment on peut, par exemple, améliorer sa santé par rapport à un mode de vie qui peut être en relation avec des recherches scientifiques. Et dans cet esprit, j'ai entamé tout récemment la lecture du livre qui s'intitule « La santé devant soi », qui est écrit par Dr. Frédéric Salman. Donc, c'est un livre qui est sorti au début de l'année 2022. Donc, j'ai décidé de me changer un petit peu les idées là, par rapport à la situation de conflit en Ukraine et d'occuper mon temps de cervelle à la place à faire la lecture de ce livre pour voir les éléments en lien avec les recherches scientifiques que je peux intégrer dans ma vie de tous les jours pour améliorer ma situation en fonction de ça. Donc, bénéficier de l'éclairage par rapport à des recherches scientifiques récentes que peut me donner le livre dans l'optique d'optimiser mon vécu, d'avoir un mode de vie plus sain. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai commencé à faire le livre et la lecture du livre, pardon. Et je vais vous partager des éléments qui s'y rapportent dans les prochaines minutes que je vais commenter. Donc, c'est sûr que ce que je vous présente, c'est ma compréhension d'éléments du livre que je trouve plus significatifs que d'autres. Et je vais débuter par rapport au fait qu'au début du livre, il est question que les gens qui vont croire en Dieu vivraient 7 ans de plus que les autres, selon des recherches scientifiques auxquelles l'auteur fait allusion. Donc, l'idée de la croyance religieuse qui donne un sens à la vie de l'individu lui permettrait de vivre plus longtemps, à la différence d'une autre personne qui vit sans une direction particulière, qui va connaître des angoisses aussi existentielles. Donc, l'idée derrière ça, c'est que si la personne vit en fonction, de la croyance d'un Dieu transcendant, mais ça pourrait être d'autres croyances en lien avec la spiritualité ou l'occulte, ça peut favoriser sa longévité, parce que ça va donner un sens à son existence, et le fait d'en donner un, peu importe la nature de la croyance, que ce soit une croyance transcendante, immanente ou peu importe, eh bien, ça peut être bon pour son système immunitaire, dans le sens qu'il y aurait un lien entre la puissance du système immunitaire et également ce qu'on lui va appeler la force mentale, dans le sens que si le moral de la personne est bon, c'est sûr que ça va favoriser le système immunitaire, puis ce dernier ne serait pas juste lié à la génétique. Donc, c'est sûr qu'en naissant, on hérite d'un bagage génétique de la part des parents, mais par rapport à la santé, c'est sûr que ce qui peut jouer sur l'état de santé d'une personne, il y a aussi le moral qu'elle va avoir. Donc, c'est sûr que, dans le fond, ça me fait penser un petit peu, parce que mon père avait un jumeau. En fait, il l'a toujours, il est toujours vivant. Le jumeau, c'est lui qui est mort. Donc, les deux enfants naissent au même moment, mais les deux, ils n'ont pas la même approche de la vie. Donc, le jumeau de mon père, c'est-à-dire mon oncle, avait un plus grand sens de l'humour. Je le sentais plus résilient aussi dans sa façon de prendre sa vie, prendre l'existence. Et là, présentement, mon père est décédé. Il est décédé, en fait, d'un cancer alors qu'il était dans la quarantaine, alors que son frère, il est toujours vivant. Or, ces deux individus ont le même héritage génétique. Par contre, au niveau
du moral, la façon de composer avec la vie, la force mentale, ben, il y en avait un qui, je le sentais plus résilient, plus de sens de l'humour, tandis que mon père est un peu plus sérieux. C'est sûr qu'il y a d'autres variables aussi qui peuvent entrer en ligne dans l'équation, mais par rapport à cet exemple-là en lien avec ma vie, puis les propos qui viennent du livre, parce qu'il y a beaucoup de questions de l'importance de la force mentale, ben, j'en viens à la conclusion que ça a une grande incidence. Et c'est sûr que, dans le fond, par rapport au livre, bon, ils disent que les gens qui croient en Dieu vivent 7 ans de plus. Ils vont pas, dans le livre, faire la démonstration de l'existence de Dieu ou de l'existence du paranormal ou des entités ou des anges. Par contre, ce qu'ils parlent, c'est la documentation par rapport à la recherche scientifique de l'impact de telles croyances sur la vie d'individus. Donc, dans un sens, que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas de la manière qui est appréhendée par certaines religions ou certains cultes, ça devient comme secondaire. Mais l'idée de croire en Dieu ou certains éléments en lien avec le paranormal peut avoir un impact parce que ça peut donner un sens à la vie de l'individu puis la personne vive moins d'angoisse existentielle ou de déprime. Donc, ça a cette fonction-là, que ça existe ou que ça n'existe pas. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que le livre va s'adresser à un vaste éventail de lecteurs, naturellement. Et c'est sûr que ça me fait penser un petit peu à la logothérapie développée par Viktor Frankl, qui avait connu les camps de concentration nazis. Et lui, ce qu'il observait, c'est qu'il y avait certaines personnes en camp de détention qui mouraient rapidement, d'autres non. Et ce que constaté, c'est que l'individu qui donnait un sens à sa vie, d'où le terme de l'approche thérapeutique, logothérapie, logo dans le sens de logique, permettait de passer à travers l'adversité qui était dans ce cas-ci, de vivre en milieu de camp de concentration, puis de conserver une motivation à vivre en dépit de l'adversité. Donc, autrement dit, la croyance, bon, dans le livre, on parle de la croyance en Dieu, mais ça pourrait être aussi par rapport aux entités, par rapport à des réalités occultes, peut amener un certain support à l'individu pour passer à travers l'adversité du quotidien, comme par exemple une crise en lien avec la menace d'un virus, ensuite la menace d'une guerre mondiale, un conflit important dans un autre pays, la menace terroriste, la menace des changements climatiques, et ainsi de suite. Donc, de faire face à certains éléments environnementaux qui peuvent être anxiogènes. Ensuite, dans le livre, il est question des bienfaits de la prière. Donc, il est dit que lors d'un rituel religieux, la fréquence cardiaque et la tension artérielle vont diminuer. Et lorsque la personne donc le pratique, puis aussi quand la personne va, par exemple, allumer de l'encens ou s'agenouiller, donc faire des gestes rituels, ça contribue à calmer l'individu. Puis, naturellement, générer un état de paix. Et il est question plus particulièrement que lors de la prière, il y a certaines zones du cerveau qui sont stimulées et qui sont associées au plaisir. Soit celles liées au circuit de la récompense. Donc, c'est mesurable. Et c'est sûr que la beauté aujourd'hui, c'est qu'avec des appareils comme par exemple des électroencéphalogrammes, il est possible de mesurer l'activité du cerveau lors de pratiques à caractère religieux ou spirituel, comme par exemple la prière, mais comme l'a fait entre autres des scientifiques dans le domaine du bouddhisme, si on pense entre autres à Mathieu Ricard, bon, bien, on a pu évaluer les bienfaits liés à la pratique de la méditation par rapport à des électroencéphalogrammes, voir l'activation de certaines zones du cerveau relatives à cette pratique, ou par rapport au chamanisme. Présentement, je demeure toujours à l'affût des travaux de Corinne Sombrun, qui au niveau international fait des recherches par rapport à l'impact de l'état de transe cognitive
qui est vécu entre autres par les chamans, qui est évalué avec des électroencéphalogrammes que les gens vont voir dans le fond, qui vont servir à détecter leur activité cérébrale lors de l'activité de transe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce soit la pratique de la transe cognitive, que ce soit de la méditation pleine conscience ou même de la prière, dans tous les cas, il y a des impacts liés à des bienfaits là, qui sont générés par ça et une activité cérébrale particulière qui peut être évaluable par rapport à des appareils qui n'existaient pas là, il y a à peine ou n'étaient pas utilisés pour ça là, il y a à peine quelques décennies. Donc, ça devient intéressant de regarder l'impact de certaines pratiques millénaires, hein, parce que ça fait longtemps que le chamanisme, la prière sont pratiqués, sur le fonctionnement cognitif de l'individu et sa vie en général. Et on peut faire des constats, dans le sens que si la personne prie, que le Dieu transcendant véhiculé par certaines approches religieuses existe ou n'existe pas, si la personne, ça lui permet de diminuer sa fréquence cardiaque et diminuer la pression artérielle, bon, ben ça lui donne un bienfait à la prière. Vous comprenez? Donc, c'est sûr qu'on pourrait se poser la question, on peut évaluer les bienfaits de la prière, mais ça pourrait être aussi d'évaluer les bienfaits, par exemple, de la bénédiction ou de la visualisation créatrice, qui pourrait être aussi un autre objet de recherche. Donc, c'est sûr que ça pourrait sans doute amener des constats similaires, j'imagine, c'est l'hypothèse que je fais. Mais dans le livre, souvent l'élément qui met de l'avant, c'est que la volonté de vivre stimule les fonctions vitales de l'individu. Et pour ce qui est de la respiration, il est question que la respiration lente et profonde induit un état de calme, alors qu'un état de stress ou est rapide et saccadé, ben c'est sûr que c'est moins propice au bien-être, là. Donc ça, c'est des choses que je savais déjà. C'est sûr que si, par exemple, on pratique une méditation guidée, où on va demander au début de la méditation de respirer lentement et calmement, ben, ça va être plus propice à ce que la personne vive un état de paix intérieure et de bien-être, là, naturellement. Sinon, il est question de la puissance de la croyance en le rituel. Comment que la conscience de l'individu en croyant à quelque chose a de l'impact sur sa vie. Il est question que lorsque la personne est convaincue d'être atteinte d'une maladie donnée, elle augmente les risques d'en être affectée à partir de symptômes fruits de son imagination. Donc, on parle de l'importance de l'auto-persuasion, qui peut être appelé aussi l'effet vaudou. Donc, parce que l'imaginaire de l'individu a beaucoup d'impact sur son vécu. Et le fait de croire d'être atteint d'une maladie, ben la personne, en lien avec son imagination, ben ça peut l'amener à avoir certains symptômes qui sont relatifs à la maladie. Et ça me fait penser au principe que la conscience constitue la réalité et qu'elle a un impact dessus. Et aussi, ça me fait penser à la notion d'effet nocebo, parce qu'il existe ce qu'on appelle l'effet placebo qui a été abondamment documenté. D'ailleurs, j'avais lu un livre en lien avec l'effet placebo il y a quelques années. Et par rapport à l'effet placebo, ce qui est question, c'est que bon, la personne, par exemple, va prendre une pilule pour dormir, qu'on lui dit être une pilule pour dormir, il n'y a aucun agent actif, mais le simple fait qu'elle va croire qu'il y a un élément actif dans la pilule alors que c'est juste du sucre, eh bien, ça peut l'amener à mieux dormir. Pourquoi? Ben, c'est la croyance de l'individu qu'il va donner en la puissance de la pilule pour l'aider à dormir. Ça, c'est de l'effet placebo. Mais l'effet nocebo existe aussi, dans le sens que j'avais lu dans un livre que si la personne croit qu'elle va prendre des médicaments en grande quantité et qu'elle va vivre une overdose, puis que la personne va avoir des symptômes là, au niveau cardiaque et autres, bon, ben le fait de prendre des pilules en grande quantité, même s'il n'y a pas d'agent actif,
selon la lecture que j'avais faite dans le livre, il y avait eu le cas d'une personne qui aurait eu des effets importants, comme une variation là, du rythme cardiaque, etc., liés au fait qu'elle avait pris des pilules, mais qu'il n'y avait aucun agent actif dedans. Mais elle vivait comme si elle connaissait des effets secondaires. Pourquoi? Parce qu'elle croit que si elle prend tel médicament, elle va avoir des effets secondaires. Donc, l'impact de la croyance est important. Et par rapport à l'effet vaudou, plus précisément, dans le livre, il est question que la poupée vaudou, qui est utilisée dans certaines traditions, ce qui va arriver dans le rituel où la personne l'utilise, c'est que c'est un rituel symbolique de représailles qui va faire réduire le stress de l'individu qui l'utilise. Donc, en extériorisant de l'agressivité. Donc, l'idée, c'est que l'individu, à travers... il y a certaines zones dans le monde qui vont pratiquer le vaudou. J'en fais pas la promotion, mais c'est intéressant d'aborder le phénomène puis d'en faire une étude quand même. Donc, quelqu'un prend une poupée qui représente symboliquement un ennemi à elle, quelqu'un qu'elle n'apprécie pas, puis là, elle va planter des aiguilles dans la poupée. Bien, en lien avec ça, la personne qui fait ça, ça peut l'amener à vivre une réduction du stress, et c'est ça la fonction du rituel. Maintenant, dans le livre, on parle pas de l'impact si le fait de utiliser la poupée comme représentation symbolique d'une personne ennemie va avoir un impact sur elle à distance. Ou on parlera pas de l'impact à distance de la prière. Par contre, on parle au niveau de qu'est-ce qui est observable. Donc, c'est sûr que de savoir ça, bon, ça amène un éclairage particulier sur le phénomène là, du vaudou. Sinon, il est question que, bon, la force du mental influe sur la santé et l'idée fondamentale, c'est de la mobiliser pour favoriser sa santé. Plus précisément, il est question que le cortisol et l'adrénaline, qui sont des hormones associées au stress, donc là, lorsque la personne vit du stress, habituellement, là, elles sont sécrétées en grande quantité dans l'organisme, eh bien, si elles sont régulièrement sécrétées en grande quantité, c'est ça qui amènerait l'individu à vieillir prématurément. D'où l'importance d'avoir une bonne humeur, faire preuve d'optimisme. Parce qu'il est question que les gens optimistes vont vivre plus longtemps que les pessimistes. Donc, l'idée, c'est que les gens malheureux ont davantage tendance à mourir que ceux qui sont heureux et qui se sentent sur la dimension positive de la vie. Donc, en lien avec ça, il y aurait des recherches scientifiques là, où il était question dans le livre que les gens qui sont optimistes vont vivre plus longtemps. Ça a une incidence sur l'espérance de vie. C'est sûr que quelqu'un qui est optimiste aussi, habituellement, va faire preuve de plus grande de résilience par rapport aux événements adverses de son existence, les contrariétés. Parce que c'est sûr, si la personne vit un accident automobile, une perte d'argent significative, une rupture amoureuse, puis elle est pessimiste, puis elle broie du noir, puis elle vit des angoisses existentielles, elle vit un état de déprime, ben, c'est sûr que ça risque de pas être très bon pour son système immunitaire. Et c'est sûr que d'apprendre que les gens optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes, ça me surprend pas du tout, parce que c'est sûr que quelqu'un qui est pessimiste, ben, il est pas heureux. Par rapport à une situation planétaire où on voit les choses d'une manière plutôt sombre. Donc, quand on n'est pas heureux à quelque part, habituellement, on ne veut pas y rester longtemps. Tandis que la personne qui est optimiste ou qui est heureux d'être à un endroit, ben, il va peut-être mettre toutes les chances de son côté pour y rester davantage. Donc, ça peut avoir une incidence à ce niveau-là. Ça, c'est la façon que je vois ça, parce que le but aujourd'hui, bon, je vous présente certaines informations relatives à la lecture du livre, mais aussi mes commentaires. Sinon, il y a des éléments que, je lis ça, puis quand on les lit, des fois, ça nous apparaît comme étant évident. Mais encore, faut-il en prendre conscience? Il était question qu'en fonction d'études, les gens éprouvent davantage de plaisir à visiter des lieux inconnus que ceux qu'ils connaissent déjà, qu'ils évaluent comme étant agréables. Parce que d'aller à des nouveaux endroits, ça amène des nouveaux circuits neuronaux. Donc, l'idée derrière ça, c'est que en fonction des éléments
d'informations de recherche scientifique par rapport à des gens puis de leur évaluation, ben ils en viennent en fait Frédéric Sandman en vient à la conclusion que finalement d'aller à un endroit qu'on connaît pas, ça va nous apporter plus de plaisir que d'aller à un endroit qu'on connaît mais qu'on trouve agréable. Sinon, il est question que la puissance du mental est vraiment dans l'optimisme. L'idée, c'est que pour être en santé, il faut entretenir sa joie de vivre. Donc, savourer la vie. Et là, ici, ça me fait penser beaucoup naturellement à la philosophie du jovialisme développée au Québec par le philosophe André Moreau, qui est une philosophie du bonheur, qui est une philosophie de la fête, et où le plaisir et sagesse, et où l'existence va être ponctuée d'un mode de vie avec des joies érotico-ludiques. Donc, jouer de la sexualité, jouer de la vie en même temps, et ainsi de suite. Donc, une philosophie qui met l'emphase sur la jouissance. Puis un optimisme hyperbolique envers soi. Donc, c'est les ingrédients là, associés au jovialisme. Et quand il parle d'entretenir sa joie de vivre pour développer la puissance du mental, bien, il me ramène à ce constat relatif à la philosophie du jovialisme qui a été développée au Québec. Donc, c'est sûr que je vous dirais, en tant qu'individu, ça fait des années que j'étudie cette philosophie-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à différentes recherches, différentes démarches de plusieurs individus dans le monde, il y a des constats qui se font, qui vont dans ce sens-là. Donc, c'est une philosophie qui est très différente, là, ou qui va que celle, par exemple, associée au christianisme, où la souffrance est valorisée, puis que les gens, il faut qu'ils souffrent pour gagner leur ciel. Donc, c'est ça là, qui est intéressant à aborder en lien avec le livre. Sinon, il est question aussi de l'impact des mots qu'on va prononcer, donc les paroles qu'on va avoir sur le corps physique. Donc, il est question, entre autres, que les mots ont un impact sur le corps physique et que le simple fait de songer au mot « problème », donc, il est dit ceci, que c'est ça qui va générer dans le cerveau une activité accrue du complexe amygdalien, responsable de la peur et du stress, et ainsi augmenter la sécrétion de l'hormone du cortisol qui est associée au stress. Donc, l'idée, c'est que avec la capacité aujourd'hui de comprendre l'impact de notre activité cérébrale par rapport à la sécrétion de certains neurotransmetteurs, on peut en venir au point de réaliser que certains mots peuvent amener la sécrétion de l'hormone du stress. Donc, comme circuit cognitif. Donc, ça devient intéressant. Puis, il était question en page 42 que des examens d'IRM, donc d'imagerie par résonance magnétique, montrent que certains mots activent les sens, comme par exemple le mot parfum et celui café vont activer le cortex olfactif primaire. Donc, c'est sûr que le mot café, si on pense à l'odeur du café, si à travers l'imagerie par résonance magnétique, on peut détecter que la zone du cerveau associée à la perception du parfum est activée, on voit la puissance des mots sur le fonctionnement du cerveau, voire nos sens. Donc, et de la suggestion. Donc, ça me fait penser un petit peu à quelqu'un qui va écouter un film érotique et la personne va être dans un état d'excitation sexuelle sans l'avoir voulu consciemment, juste parce qu'on lui suggère des pensées à caractère sexuel. Et là, la personne peut s'en rendre compte par la suite, après quelques secondes, qu'elle est dans un état d'excitation sexuelle. J'avais, à un moment donné, fait des recherches en fonction du non-verbal et des réactions physiques. Finalement, un homme peut être en érection sur le plan physique pendant quelques secondes avant de se rendre compte qu'il est dans un état d'excitation sexuelle, avant que la dimension consciente du cerveau réalise qu'est-ce qui se passe, alors qu'elle était déjà dans cet état, la personne. Donc, on peut induire ça. Et c'est sûr que certains mots peuvent induire certaines activités du cerveau. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça devient intéressant de s'approprier sur son langage. Et l'idée, c'est que l'utilisation consciente des mots
peut servir à maîtriser consciemment notre niveau de stress, soit que la pensée peut servir à maîtriser la quantité de cortisol qui va être présent dans le sang. Donc, il est question dans le livre par rapport au cortisol, donc l'hormone du stress, c'est que après avoir broyé du noir pendant 1 minute, une personne, d'une manière très intensive, mais là, ça peut y prendre 5 heures pour que le sang reprenne son taux normal de cortisol, puis le niveau diminue. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la sécrétion en grande quantité du cortisol, étant l'hormone du stress, va user l'organisme, puis que le cortisol diminue dans l'organisme, ça va prendre un délai de temps important, dans le sens que si la personne a une pensée qui l'amène l'anxiété, comme la menace terroriste ou la menace d'une guerre thermonucléaire mondiale qui implique des pays, puis la personne pense à ça, ça crée du stress, ben, ça peut prendre 5 heures avant que le niveau de cortisol diminue. Ce qui veut dire que si la personne est décentrée par une pensée qui génère un état d'anxiété et la sécrétion de l'hormone du cortisol, bon, ben, retourner dans un état de calme puis neutraliser l'impact que ça a, ça peut prendre jusqu'à 5 heures. Donc, l'idée à ce moment-là serait que l'individu ne soit pas déstabilisé facilement par une pensée ou par les paroles qui peuvent être utilisées dans son environnement qu'elle peut entendre ou qu'elle peut prononcer elle-même. Donc, dans le livre, il est question d'expulser les pensées qui peuvent être désagréables. Sinon, dans le livre, ce qui est particulier, il parle de l'importance d'avoir un bon niveau de stress, dans le sens que l'absence de stress serait nuisible pour la santé. Donc, ça prend un stress modéré pour être en santé. L'absence ou l'excès de stress sont nocifs. C'est sûr que depuis tantôt, je parle de l'impact du stress qui génère en grande quantité l'hormone du cortisol. En fait, il y a une autre hormone là, qui est associée au stress qui sont générées, l'adrénaline en fait. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il y en ait quand même une certaine quantité qui soit générée. Parce que sans ça, dans le livre, il était question que ça peut entraîner certains problèmes de santé. Fait que là, ça devient délicat. Parce que si la personne vit zéro stress, c'est pas bon pour sa santé, mais si elle vit trop de stress, c'est pas bon non plus. C'est un petit peu comme la nourriture, hein? Quelqu'un qui mange pas assez ou quelqu'un qui mange trop, ben ça va être délétère, ça va être nuisible pour la santé. Puis plus précisément, il est question dans le livre que les gens qui sont retraités doivent avoir une dose adéquate de stress pour conserver le système immunitaire sous tension. Dans le sens que la personne, si elle est retraitée puis elle fait des loisirs, bon, comme le golf ou jouer aux cartes, des choses comme ça se peut qu'elle ne soit pas adéquatement stimulée puis ça ne soit pas suffisant pour elle. Donc, il était question que, bon, idéalement, de s'investir dans du bénévolat pour éviter le déclin des différentes capacités puis de faire travailler le corps et l'esprit à l'âge de la retraite. Parce que sans ça, si la personne est sous-occupée puis n'a pas de sens à sa vie, ben là, c'est sûr que ça risque de nuire à son système immunitaire puis ça l'amène vers un déclin de ses habiletés à la fois physiques et cognitives. Bref, le livre m'amène à réaliser que finalement, tout au long de la vie, c'est important d'avoir des activités qui donnent une stimulation adéquate à la hauteur de ses compétences, au niveau autant physique qu'intellectuel, pour rester en santé, rester avec un système immunitaire qui est fort puis être cohérent. Puis aussi avoir un sens, parce que la question du sens est fondamentale, dans le sens qu'on disait que les gens qui ont un sens à leur vie vont vivre 7 ans plus que ceux qui n'en ont pas. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que quelqu'un qui est à l'âge de la retraite, puis il a un sens parce qu'il fait quelque chose qui est significatif pour lui, ben, ça va être plus propice à sa santé que l'autre qui fait juste errer dans la vie, puis il vit d'une existence sans direction. Sinon, il est question de l'intuition dans le livre. Ce qu'il disait, c'est que l'intuition est un circuit cérébral plus rapide que le raisonnement. Lorsqu'utilisée à des fins d'introspection, elle donne sans effort la réponse à des questions. Donc là, ça devient intéressant. Parce que ben, c'est sûr que je le savais déjà, là, dans le sens que le raisonnement intellectuel qui est fait à partir du néocortex est beaucoup plus lent que l'activité associée au cerveau limbique et aussi au cerveau reptilien.
Le cerveau reptilien étant la partie plus primitive du cerveau qui est associée aux instincts, qui est associée à la conservation, la peur, la sexualité, tandis que le cerveau limbique est associé aux émotions, puis le néocortex est associé à l'activité analytique, synthétique, donc à l'activité intellectuelle et la métacognition. Donc, si on prend la théorie du cerveau triunique, ben c'est sûr que, donc en lien avec le propos tenu par Frédéric Salman, bon ben l'intuition, c'est plus rapide que le raisonnement intellectuel. Donc, on sait plus de choses rapidement avec l'intuition que la réflexion. Et c'est le même constat que je fais dans ma vie aussi. C'est sûr que si on le reprend dans une perspective au niveau d'une conscience supramentale, bon, une conscience au-delà du mental, au-delà de l'intellect, bon, ben, la personne qui va capter, qu'on va dire vibratoirement ou intuitivement une information, ça se fait beaucoup plus rapidement que le délai de traitement lié à une analyse qui est opérée là, à partir du néocortex. Donc, ça va dans le même sens en tant que constat. Donc, là, je t'ai rendu à peu près à page 51 du livre. Il y a à peu près 300 pages. Peut-être que j'en ferai une autre chronique un peu plus tard en lien avec des constats par rapport à ce livre. C'est sûr que s'il y en a qui m'écoutent, qui veulent en savoir un petit peu plus sur son auteur, Dr. Frédéric Salman, ben, vous pouvez aller naturellement sur Google ou sur YouTube, entrer les coordonnées, là, en fait, prénom et nom de famille de cet auteur ou le titre du livre, La santé devant soi, auquel je fais allusion depuis tantôt. Vous allez retrouver là, beaucoup de vidéos et de capsules là, qui sont faites là, en lien avec ça, de textes et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'informations sur le web par rapport à lui. Et je trouve ça intéressant dans le sens qu'il fait le lien par rapport à certaines pratiques de spiritualité ou de conscience. Avec des constats scientifiques, c'est sûr que dans ma vie depuis plusieurs années, j'essaie de voir les liens entre les deux qui peuvent être faits. Parce qu'il y a des pratiques millénaires qui, autrefois, était mal vu par la science occidentale, que ce soit le chamanisme, la méditation à pleine conscience ou même la prière, parce que, bon, les gens vont dire, ben là, tu y crois ou tu crois pas, puis tandis qu'aujourd'hui, avec l'utilisation de l'imagerie par résonance magnétique, eh bien, c'est possible de documenter l'activité cérébrale lors de telles pratiques. Et là, il y a plusieurs travaux qui s'effectuent dans le monde auxquels je vais me référer une fois de temps en temps, faire des recherches, dans le sens que dans le domaine de l'étude de la transcognitive, il y a les travaux de Corinne Sombrun. Vous pouvez faire une recherche sur YouTube par rapport à elle, puis il y a plusieurs vidéos. Et elle, dans le fond, les constats qu'elle fait, puis c'est quand même intéressant, c'est que quelqu'un qui est en état de transcognitive, eh bien, elle va avoir une activité cérébrale qui est altérée, puis c'est mesurable par rapport à certaines zones du cerveau qui sont actives lors de l'activité. Donc, quelqu'un qui est en transe, c'est pas juste qui s'imagine qu'il est en transe, il se passe vraiment quelque chose dans le cerveau. Et la particularité, c'est qu'elle mentionnait à un moment donné dans un entretien que l'activité du cerveau est la même que celle d'une personne qui vit un état de psychose, sauf que la particularité, c'est que lorsque la personne vit une transe cognitive, comme par exemple certains chamans, eh bien, il est possible que la personne puisse initier le moment de la transe consciemment et utiliser la volonté pour y mettre fin consciemment, tandis que si la personne est en état de psychose, bon, ben, ça se peut qu'elle soit pas capable d'y mettre fin là, par la volonté, là, qu'elle soit submergée de perception, puis là, il faut qu'elle soit calmée, puis dans certains cas, il y en a qui sont hospitalisés aussi pendant une certaine période de temps, puis à un moment donné, bon, la personne finit par se calmer puis sortir de cet état-là. Tandis que là, l'état de transcognitive auquel je fais allusion, et une tradition millénaire, parce qu'elle avait été en Mongolie au début des années 2000, puis avait rencontré des chamans là-bas, puis ça fait des milliers d'années qu'ils pratiquent le chamanisme. Bon, ben ces gens-là, à travers la pratique du chamanisme, bon, ils utilisent un tambour. Au son du tambour, ils vont entrer en état de transe pour entrer en contact avec eux, ce qu'ils appellent le monde des esprits. Et ces gens-là peuvent initier l'état de transe quand ils veulent, puis en sortir aussi. Donc, pour un chaman expérimenté, et là, ça devient intéressant. Puis, bon, il y a d'autres recherches qui se font là, en lien avec des électroencéphalogrammes pour évaluer certains états en lien avec des pratiques ancestrales.
Il y a les travaux naturellement là, par rapport entre autres à Mathieu Ricard, à l'égard des moines bouddhistes qui font de la méditation. C'est documenté l'activité qui est présente avec des électroencéphalogrammes là, qui est différente de l'état habituel. Là. On peut voir les différentes zones du cerveau particulières qui sont activées lors de la pratique de la méditation, les aspects aussi de la conscience qui sont renforcés, ainsi de suite. Sinon, il y avait Beauregard qui a fait des recherches par rapport aux Carménides, qui est une communauté religieuse à l'égard de l'impact de la prière là, sur le cerveau. Donc, il y a plusieurs scientifiques comme ça qui m'interpellent et une fois de temps en temps, j'aime, dans le fond, regarder là, l'état de leurs travaux. C'est sûr que présentement, à l'époque actuelle, il y a beaucoup de travaux qui se font dans ce sens-là et ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de certains phénomènes relatifs à la conscience aussi. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et c'est sûr que, dans le fond, en lien avec ça, ben, ça me permet de mieux comprendre certains phénomènes et aussi de réaliser qu'à quelque part, tu sais, on parle de la pratique de la prière qui va induire un état de paix, un état de bien-être ou calmer l'individu. Bon, mais il y a d'autres rituels aussi qui peuvent le faire à caractère spirituel ou religieux qui peuvent avoir cette fonction-là. Puis il y a d'autres choses aussi qui peuvent nourrir, par exemple, une augmentation des perceptions de l'individu. Si on parle, par exemple, à quelqu'un qui va pratiquer le chamanisme ou quelqu'un qui va se sentir plus stable psychiquement lié à la méditation pleine conscience, eh bien, on peut de plus en plus mesurer et évaluer les effets concrets là, à partir d'appareils là, par rapport à tout ça. Donc, ça devient de plus en plus intéressant à ce sujet. Donc, écoutez, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.